Bien, bonjour à tous et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que votre préparation se déroule comme vous le souhaitez. Alors, je sais que lors de la dernière séance, j'avais prévenu que c'était la dernière, mais après petite réflexion, hein, donc je me suis dit que ça serait peut-être très utile pour vous que je rajoute deux séances supplémentaires où je vais corriger les examens de l'année dernière, c'est-à-dire l'examen de la session ordinaire 2020 et celui du rattrapage toujours de la même année de 2020. Bien sûr, hein, comme je l'ai dit, la majorité des exercices des séries de TD qu'on avait travaillé ensemble sur les dernières vidéos sont issus des examens des années antérieures. Et donc, il manquait un petit peu l'année 2020. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, ce serait très intéressant pour vous. Voilà, de faire une petite révision sur les questions hein, donc, qui ont été posées l'année dernière, revoir un petit peu hein, ce qu'il faudrait éviter comme piège, erreur aussi hein, donc concernant le calcul, concernant aussi hein, donc la méthodologie hein, donc de voilà de répondre un petit peu aux questions d'examen parce qu'il y a pas mal d'erreurs et de mauvaises habitudes peut-être à éviter et j'espère que ça pourrait être très très utile pour vous, surtout en cette dernière ligne droite dans la préparation à vos examens. Très bien. Alors, première chose, hein, donc, si vous voulez, vous pourrez revenir à la première vidéo, la première séance, où j'avais parlé de la méthodologie. Donc, il y a plein de conseils qui sont très très utiles pour les étudiants et que si, je suis sûr et certain, si vous les appliquez, ça va vraiment vous permettre ou augmenter vos chances de validation. Non seulement de valider, mais avec, bien sûr, des bonnes notes. Donc, vous pourrez revenir un petit peu à cette première vidéo. Hein, donc, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc ça d'une part. D'autre part, il y a quelques peut-être astuces, quelques conseils supplémentaires que je pourrais rajouter à ce niveau-là. Première chose, bien sûr, donc il faut bien gérer votre temps. C'est très important d'avoir un emploi du temps. J'en ai parlé dans cette première séance enfin au début de ce semestre, et j'avais insisté sur l'importance de travailler avec des objectifs et avoir un emploi du temps qui est bien organisé et surtout l'appliquer, le respecter. Il faut être vraiment très discipliné. Ça sert à rien de faire un emploi du temps où je le respecte une ou deux fois par semaine, donc ça sert à rien. Donc il faut avoir un emploi du temps où tu le respectes chaque jour. Et donc si tu te dis, voilà, je vais travailler 8 heures, je vais m'efforcer, bien sûr, de respecter cet objectif. Donc ça, premier élément. Deuxième élément, il faut que cet emploi du temps ne soit pas uniquement axé sur le travail. La préparation, bien sûr, c'est la priorité, mais il faut aussi ménager du temps pour se reposer, pour s'aérer un petit peu l'esprit, pour faire des loisirs. Comme ça, eh bien, votre préparation sera équilibrée et vous n'allez pas fatiguer votre cerveau. Ça, c'est très important et malheureusement, les étudiants, ils ne sont pas très conscients de cela. C'est-à-dire que la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont démarrer tranquillement le semestre, laisser les choses s'accumuler et lorsqu'il reste une semaine, 10 jours ou parfois même 2 semaines, là ils vont accélérer, faire des nuits blanches, travailler tout le temps, etc. Ça c'est la mauvaise stratégie, hein, donc elle est souvent perdante. Pourquoi? Parce que souvent, hein, donc quand on est jusqu'à la fin et on travaille de cette manière intensive, on est saturé. On arrive le jour de l'examen, notre cerveau il est tellement fatigué et quand il est fatigué, il peut être bloqué. Et ça arrive souvent à les étudiants. Et donc, tout le travail qu'ils ont fait, les nuits blanches, ça sert à rien en fait, parce que le jour de l'examen, ton cerveau, elle est complètement épuisée. Donc, ça sert à rien. Donc, il faut faire la stratégie inverse, c'est-à-dire que il faut démarrer, bon, même si maintenant c'est une semaine, c'est trop tard, mais voilà, il faut en être conscient, c'est-à-dire démarrer de manière intensive, ne pas laisser les choses s'accumuler. Comme ça, lorsqu'il va rester une semaine ou 10 jours, je pourrais même me permettre de réduire le temps de travail ou de préparation. Au lieu de travailler comme les autres 10 heures ou 12 heures par jour, je vais travailler juste 5 heures ou 6 heures, la moitié, et ça va me suffire. Comme ça, j'arriverai, mon cerveau il est frais, il n'est pas très fatigué, il est prêt pour supporter le stress et la pression du jour de l'examen, et donc il va être là pour moi, c'est-à-dire qu'il va me permettre de valider. Donc voilà, hein, n'essayez pas de faire des nuits blanches, etc. C'est contre-productif. Ça veut dire que ça produit le résultat inverse, malheureusement. Troisième élément qui est très important,
C'est quand on fait la préparation, il faut apprendre à votre cerveau à gérer le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une question, vous allez répondre à une question, il ne faut pas répondre, c'est-à-dire sur une durée qui est illimitée, c'est-à-dire ouverte. Je me fixe pas une limite de temps. C'est-à-dire, oui, je vais répondre à cette question quand je peux. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes. Quand votre cerveau vous l'habitue à ça, le jour de l'examen, le temps est limité. Il n'a pas cette possibilité. Donc, comme lui, il est habitué à travailler tranquillement, à son rythme, eh bien, le jour de l'examen, même si tu as envie d'aller plus vite, tu pourras pas. Et malheureusement, ça oblige les gens parfois à perdre du temps sur deux, trois questions. Et après, quand ils vont sortir, ils vont te dire l'examen, il est très long, etc. Non, c'est parce que vous avez habitué votre cerveau à un rythme qui est très lent, à ne pas travailler sous la pression du temps. Donc, il faut changer ça et pendant votre préparation, toujours le chrono à la main. C'est-à-dire que quand vous allez traiter une question, par exemple, fixez-vous un objectif. Je dois terminer la réponse à cette question en 10 minutes. En général, c'est la durée moyenne dans l'examen. Donc, il ne faut pas dépasser 10 minutes. Et donc, tu dois te forcer et comme ça, tu obliges ton cerveau à s'adapter et à travailler, à atteindre l'objectif de répondre à cette question en moins d'une dizaine de minutes ou parfois 5 minutes, ça dépend bien sûr de la question. Pareil, lorsque vous avez un exercice, vous avez 3 ou 4 questions, donc vous allez vous fixer l'objectif de le faire, de le résoudre en 30 minutes. D'accord? Et comme ça, vous avez le chrono et vous essayez justement de respecter le timing. Quand vous faites ça pendant donc un certain temps, vous allez vous entraîner, votre cerveau va être habitué à travailler sous la pression du temps. Et le jour de l'examen, quand vous avez 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend de la durée qui a été impartie, fixée, eh bien, il ne sera pas choqué, il ne sera pas surpris. Il va être bien évidemment prêt pour relever le défi et donc ça vous permettra de gérer de façon efficace votre temps. Donc ça c'est très 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 important. Toujours travailler avec un temps qui est limité. Très bien. Quatrième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est concernant les questions. Donc, c'est très important, comme je le faisais dans ces séances de révision, de bien lire les questions. Donc, c'est pas la lecture passive. Je regarde avec mes yeux de gauche à droite, etc. Et puis voilà. Non, c'est lecture active. C'est-à-dire, je prends mon stylo, je souligne les mots-clés. En même temps que je lis, je souligne les mots-clés. Et après, j'essaie d'interpréter ces mots-clés, c'est-à-dire de leur donner du sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, etc. Et en faisant ce travail-là, vous allez construire, bien sûr, la réponse au fur et à mesure que vous lisez la question. Donc, non seulement vous gagnez du temps, mais aussi vous allez trouver la bonne réponse. Donc, ça, c'est fondamental. Ne faites pas comme certains étudiants qui regardent juste la feuille comme ça, à droite et à gauche, de manière passive. Donc là, ils vont avoir du mal à trouver la bonne réponse. Ok? Alors, toujours dans ce sens-là, bien sûr, le choix des questions il est très important aussi, donc parce qu'en général, il y a pas mal de questions qui sont indépendantes. Ça veut dire que vous pourriez commencer par n'importe lesquelles qui vous paraissent faciles. Donc, il faut établir un ordre, d'accord? Je vais commencer par la cinquième ou par la quatrième, pas forcément par la première. Donc, je commence par celles qui vont me donner confiance. Si je commence par des questions qui, à mon sens, je peux y répondre, ça va me donner confiance et voilà, tout le stress va baisser, moins de pression, j'aurai plus d'énergie, donc, et mon cerveau va être plus efficace dans la construction des réponses. Et donc là, en général, il faut pas trop se mettre de pression. Oui, je voudrais, même si l'objectif, bien sûr, c'est terminer l'examen, mais la priorité, c'est quoi? C'est d'avoir la moyenne, c'est le plus important, d'accord? C'est-à-dire, je vais choisir 3 ou 4 questions qui me paraissent faciles et j'essaie de les traiter de façon comme il le faut pour garantir déjà mon 10, c'est-à-dire la moyenne, avoir 10 déjà sur 20. Même si ça va me demander 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'abord je garantis ça. Et après, tout ce qui va rester du temps, c'est du bonus. Donc s'il me reste juste, on va dire, suffisamment du temps pour répondre à 1 ou 2 questions, je vais avoir 12 ou 14. C'est mieux que de sortir, oui, j'ai terminé l'examen, mais finalement, j'ai 4 sur 20. Pourquoi? Parce que je suis précipité, j'ai pas bien choisi les questions, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des erreurs de calcul, etc. Par contre, si tu fais cette stratégie-là, eh bien, parce que certains vont te dire oui, mais c'est pas ambitieux, avoir 10, c'est pas. Non, je vous dis pas qu'il faut avoir juste 10, mais il faut commencer d'abord par assurer, sécuriser la moyenne.
Et comme ça, après, voilà. Donc, et en général, les gens qui font ça, ce sont eux qui vont valoriser. On va valider avec plus de 10, alors que ceux qui visent d'abord finir l'examen avec la précipitation, avec le manque d'organisation, etc., ce sont eux qui vont pas valider. Donc, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire, je cible 3 ou 4 questions. J'essaie de bien répondre à ces questions comme je suis sûr et certain que j'ai la moyenne. Et après, en général, il va te rester du temps, bien évidemment, pour rajouter 2 ou 3 questions. Et comme ça, tu vas avoir plus que la moyenne. Donc, essayez donc d'appliquer ces astuces-là. Et bien sûr, avec tout ce qu'on va voir aussi dans la correction et tous les conseils que j'ai donnés aussi dans les séances précédentes, essayez juste donc de gérer aussi votre stress. Donc, préparez-vous mentalement, c'est très important. Il y a plein de vidéos sur la respiration, sur pas mal de techniques qui permettent de faire baisser la pression, le trac, le stress. Essayez de les utiliser. Donc, vous avez YouTube, donc ça coûte rien. Voilà, ça peut vous demander juste 10 minutes ou un quart d'heure par jour, mais ça va être très utile pour que vous soyez performant le jour de l'examen. Très bien, donc voilà, je vous renvoie à cette première vidéo où il y a des conseils méthodologiques, essayez voilà, d'y revenir. Très bien, donc on va commencer par l'examen, ok, de la session ordinaire 2020, ok. Très bien. Donc là, bien sûr, pour gagner du temps, je ne vais pas lire toutes les questions. Ok. L'examen est là, donc je vais le partager avec vous sur Teams après. D'accord. Alors, je vais juste résoudre question par question pour gagner du temps. Mais sinon, vous, les jours de l'examen, vous n'êtes pas obligé de commencer par la première, bien sûr. Donc, vous pourriez commencer par n'importe quelle question, comme j'ai dit. D'accord. Alors, analysez si la loi de la demande est respectée dans les 2 cas où le consommateur anticipera, ça c'est un mot-clé, vous voyez, c'est la lecture active, soit une grève des transporteurs, soit une période de solde. D'accord? Donc on vous demande, est-ce que la loi de la demande sera respectée? D'accord? Dans 2 situations. C'est-à-dire la première, c'est-à-dire que le consommateur va anticiper, il va prévoir une grève des transporteurs. Ça veut dire qu'ils vont arrêter justement d'acheminer les marchandises au marché. D'accord? Il n'y a plus personne, par exemple, pour ramener les oranges ou les pommes de terre dans le souk, par exemple. Soit une période de solde. Il anticipe qu'il y aura une période de solde, c'est-à-dire que les magasins, ils vont accorder des réductions de prix, donc sur les vêtements, sur les chaussures, etc. D'accord? Très bien. Donc, est-ce que la loi de la demande, elle est respectée ou pas? Donc, premièrement, je dois savoir qu'est-ce que c'est que la loi de la demande. Donc la loi de la demande, c'est lorsque la demande d'un bien varie dans le sens inverse de son prix. Okay? Si le prix augmente, la demande va baisser. Et si le prix baisse, la demande va augmenter. Donc la demande d'un bien et son prix varient toujours dans le sens opposé. Si l'un augmente, l'autre doit baisser et vice-versa. Très bien. Voilà ce qu'on appelle la loi de la demande. Donc est-ce que cette relation inverse entre la demande d'un bien et son prix, est-ce qu'elle est respectée dans le cas où il y a grève de transport? Est-ce qu'elle est respectée lorsqu'il y a période de solde? Très bien. Donc, on va voir quel est le rapport entre les deux. Et là, c'était une question de cours, alors qu'il y a des étudiants qui sont allés chercher d'autres choses qui n'existent pas malheureusement parce qu'ils n'ont pas compris bien la question. Très bien. Donc, première chose, ok, le consommateur anticipe, donc anticipation de la grève. Imaginons que, d'accord, par exemple, la semaine prochaine, j'anticipe en tant que consommateur qu'il y aura une grève des transporteurs de pommes de terre. D'accord? De pommes de terre. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la loi de la demande va être respectée? Ça veut dire quoi? Si j'anticipe qu'il y a une grève, ça veut dire quoi? De transport. Je vais le rajouter ici. De transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a moins de camions, s'il n'y a pas de camions pour ramener les pommes de terre au souk, ou sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir moins de pommes de terre sur le marché. Donc, les vendeurs, ils vont avoir moins de pommes de terre à vendre. Ça veut dire quoi? Il va anticiper une baisse de l'offre, bien sûr. Ok? Il va anticiper une baisse de l'offre de marchandises. On va dire de manière générale les marchandises. Ok? J'ai pris les pommes de terre. Donc, s'il y a une anticipation, bien évidemment, de la baisse de l'offre de marchandises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre,
il va être inférieur à la demande. C'est ce qu'on anticipe, hein. Donc, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est ce que prévoit le consommateur. Donc, l'offre, elle est inférieure à la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de pommes de terre à vendre que ce que les clients voudraient acheter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, il va anticiper, en réalité, il va anticiper une hausse de prix. Donc, voilà, la grève va faire monter le prix, effectivement, parce qu'il y aura moins de pommes de terre à acheter. Donc, les gens, ils vont être prêts à payer plus cher. Donc, le prix va augmenter. Donc, si on anticipe une augmentation de prix, est-ce que la loi de la demande va être respectée? C'est-à-dire, est-ce que la demande de pommes de terre va baisser? Ben non, justement, parce que si l'on anticipe aujourd'hui que la semaine prochaine, il y aura grève et la grève va faire augmenter le prix, dans ce cas-là, eh bien, le consommateur, enfin, c'est-à-dire acheter, si vous voulez acheter des pommes de terre plus tard, sera plus cher, n'est-ce pas? Plus cher que aujourd'hui. D'accord? Donc, si j'anticipe que la semaine prochaine, le prix des pommes de terre va augmenter, eh bien, acheter la semaine prochaine, c'est-à-dire plus tard, va devenir plus cher qu'aujourd'hui. Donc, si acheter plus tard, la semaine prochaine, va être plus cher qu'aujourd'hui, moi, je suis rationnel. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais attendre la semaine prochaine? Non, je vais essayer d'acheter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est moins cher. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur, il va augmenter sa demande d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va faire des stocks, n'est-ce pas? Et donc, bien sûr, ici, hein, donc qu'est-ce qu'on remarque? La demande va augmenter lorsque le prix anticipé est élevé ou il va augmenter. Donc, la loi de la demande, bien sûr, n'est pas respectée. Pourquoi? Parce que le prix et la demande varient dans le même sens. Ça augmente et ça augmente. Donc, on dit la loi de la demande dans ce cas-là non respectée. Voilà. Alors, l'erreur qui a été commise par les étudiants, donc je vais, parce que j'ai corrigé les copies, etc., je vais partager ça avec vous. Eh ben, quand j'ai parlé de la grève de transport, eux, ils sont restés dans le secteur de transport. Ils ont dit grève de transport, donc le prix du transport va augmenter, etc. Et si le prix augmente dans le transport, voilà, la demande de transport va baisser. Ce n'est pas la demande de transport que j'ai demandé ici, hein. Donc, je parle de manière générale. Donc, le secteur de transport, bien sûr, hein, donc s'il y a grève de transport, forcément, hein, donc les gens, bien sûr, il n'y a plus de taxis, il n'y a plus de bus, etc. Donc le prix du transport va augmenter, mais c'est pas ça la question. C'est en rapport avec l'anticipation, d'accord, de la grève de transport sur l'ensemble des marchandises. Et donc là, malheureusement, il y a plein qui l'ont compris uniquement pour le transport, que ça n'a rien à voir. Et justement, j'ai vu des corrigés comme ça, hein, donc sur Facebook, sur des chaînes YouTube, qui ont essayé de répondre à ces questions et se sont trompés. Donc méfiez-vous des corrections parfois qui circulent hein, un petit peu. Alors bien sûr, les étudiants ils font des efforts ou certains sur des chaînes, mais ce n'est pas toujours correct. Donc faites attention parce que si vous apprenez les mauvaises réponses et vous allez les reproduire le jour de l'examen, c'est vous qui allez être pénalisé. Donc attention. Très bien. Voilà. Donc si j'anticipe une grève de transport, eh bien l'offre de marchandises va baisser. D'accord? Le prix va augmenter de toutes les marchandises et donc c'est plus intéressant d'acheter aujourd'hui que plus tard. Donc je vais faire des stocks, la loi de la demande n'est pas respectée. Maintenant, on va anticiper l'inverse. Anticipation, ok? Et d'ailleurs, hein, quand vous avez le mot anticipation, on avait, ça c'est la partie du cours, les exceptions à la loi de la demande, vous vous rappelez? Et parmi les cas, donc on avait fait les biens de luxe, on avait fait les biens Giffen et il y a les anticipations. Voilà, donc dès que tu vois le mot anticipé, donc ça te fait penser à ce qu'on a déjà fait dans le cours et donc c'est comme ça qu'il faut répondre. Donc anticipation de solde. Alors les soldes, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticipation, anticiper une baisse de prix, n'est-ce pas? Voilà, donc je sais que le mois prochain, il va y avoir des soldes, donc le prix, par exemple, le prix des chaussures va baisser, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que acheter plus tard sera moins cher, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui. Et donc, s'il est moins cher d'acheter plus tard, donc ça veut dire quoi? Eh bien, il faut différer, c'est-à-dire reporter,
Hein, j'écris les deux mots. Excusez-moi. Le téléphone va. Donc, reporter, différer ses achats. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire je décide de ne pas acheter aujourd'hui, hein, donc je vais dire je vais acheter le mois prochain, lorsqu'il y aura les soldes. Dans ce cas-là, bien sûr, la demande, hein, donc des chaussures qui m'intéressent, est-ce qu'il va augmenter? Non, hein, donc il va baisser. Donc, on va baisser la demande, ok? La demande, bien sûr, d'aujourd'hui. Et dans ce cas-là, pareil, hein, donc qu'est-ce que vous remarquez? J'anticipe une baisse des prix. Vous voyez, le prix, il baisse. Qu'est-ce que j'ai? La demande aussi baisse. Donc, il varie dans le même sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de la demande, pareil, non respectée. Voilà. La loi de la demande aussi non respectée. Donc, chaque fois que vous avez des anticipations de manière générale, donc c'est une situation exceptionnelle où la loi de la demande, bien sûr, n'est pas vérifiée. Voilà pour la première question. Donc, toujours, hein, la clé pour valider la microéconomie, c'est bien lire les questions parce que les réponses sont dans les questions. Alors, deuxième question. Eh bien, on vous dit que, supposons que pour attribuer une bourse d'excellence, on va classer les étudiants selon leur degré de mérite. Peut-on avoir le degré de mérite? Donc, peut-on avoir une sélection rationnelle avec la relation au plus brillant que? Au plus brillant que. Donc là, je vous explique un petit peu cette question. Donc, on a des étudiants, on veut leur accorder une bourse, c'est-à-dire une aide financière qui va leur permettre de financer leurs études, mais on ne peut pas accorder ça à tout le monde, à tous les étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les classer, c'est-à-dire qu'on va donner la bourse uniquement au meilleur, l'étudiant le plus intelligent, hein, le meilleur, qui a les notes les plus élevées, etc. C'est ça ce qu'on appelle le degré de mérite. Alors, question, est-ce qu'on peut avoir une sélection rationnelle? C'est-à-dire, est-ce que le classement que je vais obtenir sera rationnel si j'utilise la relation au plus brillant que? Autrement dit, hein, donc, est-ce que la relation au plus brillant que, est-ce qu'elle est rationnelle, hein? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que si la relation elle est rationnelle, la sélection aussi sera rationnelle, hein, parce que c'est le critère. La sélection aussi sera rationnelle. Donc là, c'est une autre façon de vous poser la question, est-ce que la relation au plus brillant que, est-ce qu'elle est rationnelle ou pas? Très bien. Donc, pour qu'il soit rationnel, il faut vérifier, les trois conditions, les trois axiomes. Complétude, n'est-ce pas? Réflexivité et, voilà, transitivité. Très bien. Alors, on va commencer par la première. La complétude. Alors, juste avant de commencer par la première, je vous rappelle la démarche. Donc, première chose, donc je dois donner la signification, n'est-ce pas, de la relation. Alors, quand je dis au plus brillant que, donc première chose, au plus, ce n'est pas plus. D'accord? Pourquoi? Parce que plus mathématiquement, c'est supérieur strictement. Au plus, c'est soit égal, soit inférieur. Donc, inférieur ou égal. Donc, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont cru que au plus, c'est plus brillant et donc, ils se sont trompés. Donc, ne mélangez pas les deux. Très bien. Alors, ça veut dire quoi ici? Au plus brillant que. Donc, toujours essayez le jour de l'examen de vous servir de ces symboles mathématiques. Il ne faut pas utiliser ça dans l'argumentation, mais juste dans le brouillon pour comprendre le sens de la relation, juste pour vous aider. Mais il ne faut pas travailler avec ça. Il faut travailler avec les mots, hein, avec les phrases. Alors, au plus brillant que, ça veut dire quoi? Égal, ça veut dire quoi? Aussi, donc aussi c'est égal, aussi brillant que. C'est-à-dire que j'ai le même niveau, hein, donc si vous voulez, hein, donc, de mérite, hein, ou de performance ou d'intelligence, aussi brillant que, je suis aussi brillant que mon voisin. Donc j'ai le même niveau de performance. Soit, on a dit inférieur, c'est-à-dire moins. Je suis moins brillant que mon voisin. D'accord?
Ou pour rester dans le cas des étudiants, je suis aussi brillant que mon camarade, ou je suis moins brillant, ou, bien sûr, je suis moins brillant que mon camarade. D'accord? Donc, brillant, c'est-à-dire en termes d'intelligence, en termes de résultats scolaires. Voilà un petit peu la signification. Donc maintenant, je peux traiter la complétude. Alors ça veut dire quoi complétude? Donc il faut que je prenne la relation que j'ai ici, au plus brillant que, et j'essaie de voir est-ce que je peux l'appliquer à toutes les situations de sélection des étudiants qui m'intéressent. Parce que qu'est-ce que je sélectionne, qu'est-ce que je classe ici? Des étudiants. Selon quels critères? Leur niveau de, on va dire, de performance, de mérite. D'accord? Alors, première situation, je vais prendre deux étudiants, A et B, n'est-ce pas, comme on a déjà fait. Donc, A, ils peuvent avoir le même niveau de performance. Donc, j'écris A est aussi brillant, ok, que B. D'accord. Donc là, j'ai appliqué aussi. Donc aussi, ça fait partie de O+. Très bien. Deuxième situation, je peux avoir deux étudiants qui ont un niveau de performance différent. Donc A, par exemple, il est plus brillant que B. Donc j'écris, ou A est moins, parce qu'on a moins ici, donc on va travailler avec moins, brillant que B. Donc j'ai moins ici, elle est là. Voilà. Donc deuxième situation où c'est applicable. Donc j'écris applicable. Donc la relation au plus brillant que, elle est applicable. Pourquoi? Parce que aussi, elle est applicable et ça fait partie de cette relation. Pareil, moins, puisqu'il est applicable ici, donc ça veut dire que toute la relation, elle est applicable. Parce que moins aussi, ça fait partie de au plus. Très bien. Et troisième situation, je peux avoir l'inverse, c'est-à-dire que B qui est moins brillant que A. Dans ce cas-là aussi, j'écris que c'est applicable. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai moins. J'ai pu l'appliquer ici, et moins, ça fait partie de O+. Donc là, vous voyez, est-ce qu'il y a encore une autre situation? Non. Donc, toutes les situations possibles de classement entre A et B, eh bien, je peux utiliser la relation O+. Pourquoi? Parce que O+, ça veut dire soit aussi, soit moins. Et j'ai ici aussi, là j'ai moins, et là j'ai moins. Donc, O+, brillant que, hein, donc je ne vais pas écrire pour gagner du temps, O plus brillant que, donc elle est applicable à toutes les situations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de classer deux personnes A et B, quel que soit leur niveau de brillance. Donc à toutes les situations, donc on écrit la complétude est respectée. Voilà. Donc la première situation, elle est, enfin la première condition est respectée. Réflexivité. Alors, réflexivité, donc j'essaie d'appliquer la phrase à moi-même ou à un étudiant par rapport à lui-même. Donc, est-ce qu'il est logique de dire que un étudiant est au plus brillant que lui-même? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est logique de dire qu'un étudiant est aussi brillant que lui-même. Parce que c'est la même personne, c'est identique, donc c'est le même niveau de performance. Donc, on écrira, elle est logique. Donc avant d'écrire les logiques, il faut d'abord réfléchir. Vous écrivez sur le, voilà, hein, le brouillon et vous regardez la phrase. Si elle est logique, vous l'écrivez. Si ce n'est pas logique, vous dites que c'est pas respecté. Donc il est logique de dire qu'un étudiant, ok, un étudiant est au plus, donc vous écrivez toute la relation, est au plus brillant que, et vous rajoutez lui-même, tout simplement. Car, et vous justifiez, donc c'est obligatoire aussi, hein, attention à ne pas oublier le jour de l'examen, car elle est aussi brillant que lui-même. Donc pourquoi on l'applique? Parce que dans O+, il y a aussi. Donc si je peux dire que je suis aussi brillant que moi-même, je peux dire que je suis O+ brillant que moi-même. Si je dis que l'étudiant est aussi brillant que lui-même, donc je peux dire aussi qu'elle est au plus brillant que lui-même. Donc elle est aussi brillant que lui-même. Donc pour justement appliquer cette phrase dans le cas d'une personne identique, donc il faut voir est-ce que je peux appliquer aussi. Donc si aussi ça pose pas de problème, si c'est logique, donc ça veut dire que la relation aussi on peut l'appliquer à une personne par rapport à elle-même. Très bien. Donc respecter. Voilà, ça veut dire respecter la réflexivité et la transitivité. On termine là-dessus, hein, donc sur cette question, la première vidéo, la première partie de cette correction. Donc la transitivité, donc j'essaie d'appliquer la relation entre A et B, et entre B et C,
Et donc, si c'est vérifié entre A et B et C, il doit être vérifié entre A et C. Si c'est le cas, donc la transitivité est respectée. Sinon, eh ben, il n'est pas vérifié. Donc, j'écris si, je prends la personne A, l'étudiant A. Si A est au plus brillant que une autre personne ou un autre étudiant B, et j'applique la même relation entre B, donc toujours un commun, au plus brillant que C. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il est logique de dire que A est au plus brillant que C? Oui. C'est-à-dire que si A est là le même niveau d'intelligence, par exemple, que B, et B est là le même niveau d'intelligence que C, donc A, il va avoir le même niveau d'intelligence que C. Si A est moins intelligent que B, et B est moins intelligent que C, donc A, il va être moins intelligent que C. Donc, c'est vérifié pour aussi et vérifié pour moins. Et donc, si c'est vérifié pour aussi et moins, donc c'est vérifié pour au plus, parce que au plus, il est composé, rappelez-vous, de aussi et moins. Donc, j'écris alors. Donc, alors, ça veut dire que c'est logique. Donc, alors, A est au plus brillant que C. Donc, transitivité, bien sûr, respectée. Donc, par conséquent, donc, si les trois conditions sont respectées, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation au plus brillant, n'est-ce pas, que, voilà, elle est rationnelle. Et donc, forcément, la sélection que je vais obtenir à partir de cette relation de classement, il va être aussi rationnel. Donc, en général, hein, j'avais déjà dit ça dans le cours, etc. Donc, chaque fois que vous avez supérieur égal ou inférieur égal, donc, ce sont des relations, bien sûr, qui sont rationnelles. Donc, ça vous permet déjà, de le jour de l'examen, de savoir à l'avance que vous devez trouver que la relation, elle est rationnelle. Donc, c'est un moyen pour vérifier est-ce que vous avez eu la bonne réponse ou pas. Et donc, essayez de vous en servir le jour de l'examen. Donc, j'arrête là cette première partie. On enchaîne sur le reste.